Est-ce que tu pourrais être en couple avec une femme grosse? Très grosse, non. On s'est rendu compte que bah, c'est pour ça aussi que ça marchait plus parce que on n'avait pas la même vision par rapport à l'éducation et je pense que ouais, j'étais beaucoup plus dur que elle. Gianni, donc le plus grand, tu sais, il avait beaucoup de mal à manger tout ce qui était légumes et tout. Et en fait, si tu le forçais un petit peu, il se faisait vomir. Mais qui pour moi, c'était volontaire, tu vois. Après, il était petit, hein, mais il avait 3 ans, 3 ans et demi. Mais pour moi, un enfant, faut vraiment pas sous-estimer. C'est très malin et très tôt. Et en fait, elle, Julie, à chaque fois, tu vois, s'il se mettait à vomir, bah, elle allait plus aller dans son sens. Typiquement, les côtés LGBTQ+. Ce que je dis, moi, ça veut dire quoi, le plus? Moi, je me sens ni homme ni femme. Je veux... Après, ça reste une minorité, hein, mais ça m'énerve qu'on en parle aussi autant. Je veux me sentir dragon. C'est ton choix, t'as envie. Mais tu peux pas me forcer, moi, à t'appeler dragon, tu vois ce que je veux dire, au niveau administratif. Déjà, j'interdirais en dessous de 20 ans la transition. Parce que pour moi, à l'adolescence, tu peux pas prendre une décision aussi importante. Donc si ton fils, il t'apprend qu'il est gay plus tard, Ouais. ça te fait quoi? Franchement, Non, mais je suis honnête, je pense que tu l'as vu depuis c'est le pas un début. masque que je veux voir, c'est PJ. Parce que tout le monde va dire ah non, je m'en fous, machin, parce que c'est politiquement correct. Je veux pas dire je serai déçu, mais encore une fois, ça correspondra pas à l'image que je me faisais de lui avec sa femme. Bonjour Pierre-Jean, Bah écoute, ça va? enchanté, ouais. Je t'appelle PJ ou Pierre-Jean? PJ, ça va très bien, ouais. Bon, on fait cette interview avant que tu partes à Malte alors. C'est ça, c'est ça. C'est pour bientôt, ouais, écoute. Ta vie va changer, tu vas partir avec tes enfants à Malte. Ouais, c'est ça. On a annoncé il y a pas très longtemps, mais c'est vrai que ça faisait déjà pas mal de mois qu'on s'y préparait, donc j'ai l'impression que voilà, c'est déjà abouti, mais ouais, dans là quelques semaines, c'est parti, ouais. Ben, tu vas pouvoir tout nous expliquer. Dans un premier temps, Pierre-Jean, pour tous ceux qui ne t'ont pas reconnu, et ça m'étonnerait, tu es le fondateur de la chaîne iconique culte Bodytime. C'est gentil. Toi, tu as fait ton business, tu as développé ta passion au travers de la musculation, du Ouais, c'est sport, ça. du dépassement de soi. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que c'est comme ça que tu vois ta carrière? Est-ce que c'est comme ça que tu vois ton histoire, PJ? Bah, à la base, on est coach sportif, donc avec Alex, mon associé. Et après, c'est vrai que du coaching sportif, il y a pas mal de choses qui ont découlé au fil du temps, notamment, peut-être on en parlera ou quoi, mais des marques de textiles ou quoi. Mais de base, voilà, on est coach sportif et c'est la passion pour le sport et transmettre voilà, un lifestyle sain aux personnes. C'est vraiment comme ça qu'on a démarré. Ouais. Mais avant qu'on découvre le PJ de Bodytime en 2012, rappelez-vous, ça commence à faire, tu as dépassé la décennie hein, sur la plateforme YouTube. Comment il était? C'était qui le petit PJ, le petit Pierre-Jean? Il ressemblait à quoi sa vie de famille, son environnement? Il vivait où? Ah ouais, c'est dur comme question. Je pense que j'étais assez simple comme enfant. Bon, si tu demandes à ma mère, elle dira sûrement l'inverse. Mais moi, j'avais l'impression d'être assez simple. J'étais sportif, je jouais beaucoup au basket. Donc en fait, toujours avec mes amis, on traînait beaucoup ensemble, vraiment beaucoup de sports. Basket et beaucoup les sports américains, on a toujours été passionnés. J'étais plutôt bon élève. Voilà, je travaillais pas beaucoup, mais je pense que je comprenais assez vite. Et, euh, et du coup, je savais vraiment pas ce que je souhaitais faire dans ma vie. Tu sais, tu as plein de phases où je changeais très souvent d'avis, etc. Mais c'est vrai que passé 18 ans, enfin quand j'ai eu le bac, je me suis dit, OK, le sport quand même, il y a quelque chose qui m'intéresse. Et après, voilà, ça fait que toujours en testant un petit peu, à la base c'était pour être prof de PS. Après, voilà, je suis allé un peu aussi dans ce métier de la forme sans être sûr de vouloir être coach, mais c'est en me testant un petit peu que j'ai aimé ça. Et voilà, toujours aimé l'aventure. Je pense que j'aime bien tenter des nouvelles choses. J'ai beaucoup de mal avec l'autorité, voilà, depuis tout petit. J'ai la chance d'avoir eu des parents qui étaient pas forcément, qui me laissaient vraiment prendre mes décisions, mon libre arbitre, etc. Et du coup, bah, j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est pour ça aussi que je voulais pas forcément bosser pour quelqu'un dans une salle ou avoir un patron parce que j'ai du mal avec ça, surtout si elle n'est pas légitime. Pourquoi tu as l'impression de te soumettre à un ordre? Peut-être un peu, et puis surtout, parce que forcément, ça arrive à tout le monde dans certaines situations. Je veux dire, tu te fais contrôler par la police, il y a une forme d'autorité, tu n'as pas le choix. Mais quand c'est pas légitime, j'ai vachement de mal avec ça. Et que du coup, bah voilà, si par exemple tu travailles dans une salle, tu es coach sportif, le patron, qui pour moi était bien moins bon que moi en tant que coach, allait me donner un conseil, enfin, c'est même pas un conseil, mais on va dire un ordre à faire quelque chose, j'allais mal le prendre. Tu vois. Donc j'avais senti que j'avais pas forcément les capacités de bosser pour quelqu'un, je préférais être à mon compte. Et c'est pour ça que dès que j'ai eu mon diplôme, c'était le début un peu des statuts aussi auto-entrepreneur en France. Ouais. Donc dès 2010, j'étais en statut d'auto-entrepreneur et voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait créer justement cette chaîne YouTube Bodytime en 2012?
Donc en fait, YouTube, c'était vraiment les débuts. Parce que maintenant, ça paraît tellement commun de créer une chaîne YouTube et tout, mais avec Alex, donc mon associé, on faisait du coaching. Lui était sur Grenoble, moi j'étais sur Lyon. On était chacun en auto-entreprise et on avait monté une association, un club de sport en extérieur. Et donc on se voyait quand même souvent, on discutait beaucoup au téléphone. Et c'est vrai qu'on se disait, bah, pour toucher plus de monde, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a testé pas mal de choses, sachant qu'on n'avait pas de budget. Et il y avait YouTube quand même. On se dit pourquoi pas mettre déjà les vidéos sur YouTube. Donc c'est des entraînements, mais c'était un iPhone 4 posé sur des steps. Il n'y avait pas de micro, il y avait pas, c'était vraiment voilà, À l'arrache. à l'arrache. Et après, moi j'avais iMovie, tu sais, sur les Mac, où tu coupes le début, tu coupes la fin, et j'avais le titre le plus basique qui existe, Body Time, quoi. Et en fait, on s'était dit, bah déjà pour nos clients, tu sais, par exemple, si je te coach, Sam, je vais dire, ok, on se voit le lundi, mercredi, fais-moi telle séance, on mettait à l'écrit. Mais c'est super chiant. Souvent, les gens ne comprennent pas. C'est quoi un squat jump? Alors, tu dois mettre des photos. Donc, on s'est dit, on va faire des vidéos comme ça. Je te dis, Sam, fais telle vidéo mercredi. Donc, on avait fait 75 entraînements de 12 minutes. Et on s'était dit, écoute, si ça peut nous ramener d'autres clients, tant mieux. Donc, dans la description, on marquait si vous voulez un coaching physique, etc. Et donc, ça commence. Et je sais pas, au début, on se met à faire 300 vues. Mais en fait, pour nous, c'était tellement impossible. Je dis, ça, c'est marrant, il y a des gens, ils regardent nos vidéos sans nous connaître. Il y a 300 personnes qui ont regardé ma vidéo. C'est ça? Non, mais parce que maintenant, limite, quelqu'un il fait 300 vues, il est dégoûté. Ah Ah, j'ai bah, fait que 300 vues. bah bien sûr. Mais je veux dire, c'est un bon début. Comme tu dis, tu as 300 même clients potentiels. Tu vois, si derrière, tu souhaites monétiser quelque chose. C'est une salle de cinéma. Exactement. Et en plus, toi, ça te coûte très peu de choses. Enfin, surtout nous, à l'époque, c'était juste un téléphone. Mais... Et après, on est vite monté à 3000. Là, on s'est quand même dit, putain, il y a quelque chose à faire. Parce que 3000 personnes, vraiment, on trouvait c'était incroyable, quoi. 3000 personnes en France, je me disais, t'imagines, il y a même, si 100 départements, ça fait quand même beaucoup de monde dans chaque département qui regarde nos vidéos et tout. Ma mère, la mère d'Alex, elle partageait de partout parce qu'après, on s'était dit, bah, tu sais, ça va nous ramener des clients et ça en a ramené, tu vois. Donc après, on a même pris des coachs sur toute la région Rhône-Alpes et tout. On a arrêté YouTube quasi pendant un an et demi, jusqu'à début 2014, parce que justement, on ne voyait pas forcément le potentiel de YouTube. On n'avait pas encore cette vision-là. Et début 2014, quand même, on s'est dit, c'est dommage parce que ça nous ramenait quand même du monde, ça fait de la visibilité. Et puis, on sentait que tu pouvais quand même commencer à gagner de l'argent et vendre des programmes à distance. Et donc, quand on a décidé de faire des programmes vraiment en ligne, là, on s'était remis vraiment sur les vidéos à fond. Et à partir de 2014, on va dire, ça a été une croissance assez forte. Il y avait beaucoup aussi de youtubeuses beauté, Énormément. tu vois. Et nous, C'était la mode des chit-chats. exactement. Et nous, ce qu'on avait proposé à toutes les youtubeuses beauté, on en avait eu beaucoup d'ailleurs, dont les plus connues. Je te fais un programme de sport personnalisé. Tu fais une vidéo où en fait, tu expliques que tu suis notre programme. Et donc, en fait, on avait récupéré beaucoup de monde aussi comme ça, tu vois, en cross-partage. Ça nous avait vraiment aidé à nous lancer. Ouais. Tiens, tu peux faire comme ça? T'as pas toujours été comme ça. Non, pas du tout, non. T'as pas toujours eu ces muscles-là. Non, non, j'étais plutôt fin, moi. On va regarder un extrait vidéo d'un de tes TikTok où tu expliques être passé, pardon, dis donc, qu'est-ce qui m'arrive de 65 à 85 kilos. Ouais, c'est Regarde. C'était la trend. Hein. Donc, ouais, bah, en fait, et là, dis-toi, j'étais coach hein, déjà. Ouais. Donc, parce que à l'époque, je veux dire, donc moi, j'ai mon diplôme en 2010. T'es coach, tu t'entraînes un peu, mais en fait, tu bossais beaucoup dans les salles, coaching à domicile. Et vraiment, le monde, il évolue très, très vite. Mais 2010, t'étais un peu musclé, t'avais un peu d'abdos. Je jouais au basket, j'avais ce physique-là. Pour les gens, j'étais musclé. Tu vois, maintenant, t'es normal, t'es vraiment dans la moyenne. Mais à l'époque, il y avait peu de gens qui allaient quand même à la salle. Tu sais, c'est toujours c'est cyclique. Les années 90, c'était très bien vu, on va dire, le bodybuilding, ça a été trop haut. Les années 2000, ça a commencé à descendre. Les gens, ils voulaient de moins en moins musclés. C'était la mode plus des mannequins, très fins. Et puis là, on est reparti un peu plus dans une tendance où les gens veulent être très musclés. Mais du coup, c'est vrai que moi, je me sentais quand même bien. J'étais en forme. Après, c'est surtout pour le basket. Et je m'entraînais très peu, tu vois. Je m'entraînais 2 fois par semaine, 30, 45 minutes, vraiment en pur muscu. Mais t'as jamais été grassouillé dans l'enfance, Non, non? j'ai jamais été gros, par contre. T'as toujours été plutôt fin, plutôt sec. Voilà, j'avais une morphologie plutôt fine. Mes parents, voilà, ils m'ont toujours éduqué au niveau de l'alimentation, quand même, à faire attention et tout. Donc, j'ai jamais eu beaucoup de poids à perdre. Et c'est en 2017 que tu rencontres celle qui deviendra ta femme, Ouais. que tu rencontres Julie Ricci C'est ça. et naîtront Gianni en 2018 et Giovan en 2020, deux prénoms qui commencent par G. Ouais, ouais. Il y a une raison? Alors, c'est surtout 2 prénoms qui veulent dire Jean en italien. Ok. En fait, mon grand-père, il s'appelait Pierre. Mon père, c'est Jean-Pierre. Et donc, moi, Pierre-Jean. Tu vois, mes parents, ils ont mis un verlan avant même que ça existe.
Et c'est vrai que déjà, moi, mon premier, si j'avais pas eu un prénom composé, c'est pas que j'aime pas mon prénom, mais voilà, je trouve que c'est moins bien les prénoms composés. Si j'avais pas eu un prénom composé, mon premier, j'aurais donné le même prénom que moi. Moi, j'adore tout ce qui est quand même traditionnel, tu vois, respect, machin des anciens et tout, donc j'aurais bien aimé, tu vois. Et du coup, bah, mon père est français, ma mère est italienne. Julie est aussi italienne par son père, donc je trouvais cohérent, tu vois, et donc j'ai pris mon prénom et en fait je l'ai mis en italien. Et donc Gianni, c'est le diminutif de Giovanni, qui est Jean, et Giovan, bah vraiment le diminutif. Mais pour eux d'ailleurs, tu vois, en Italie, c'est le même prénom pour eux. Ils comprennent pas, ils disent, mais tu les as appelés pareil les deux, tu vois. Et si on avait une fille, tu vois, par exemple, je l'aurais appelée Giulia. Giulia, avec un G. Ouais, bien sûr, pour Julie, mais en italien. Ah, c'est joli. Ouais, ouais. Ah oui, donc tu as des origines italiennes. Voilà, moi, ma mère est italienne. Ok, donc très méditerranéen, Ouais, ouais. sans chaud. Ouais, ouais. Ça dépend dans quel sens, je veux dire, si c'est positif, oui, après, comme tout le monde, je pense que tu t'énerves un peu trop vite, mais je me calme très vite aussi. Ouais, Comment s'est passée la rencontre en 2017, tu t'en souviens? ouais, bien sûr. Moi, fin 2016, en fait, j'étais aux États-Unis avec Alex. On était parti bosser là-bas. Enfin, on était parti surtout en voyage là-bas 3 mois. Et en fait, Julie nous avait contacté sur Bodytime. Voilà, je cherche un coach. Je sais plus si c'est Alex ou PJ qui est de Lyon, mais en échange en fait de visibilité, je peux me coacher et tout. Donc, moi, je lui réponds. Je dis, ah, bah, c'est moi qui suis de Lyon. Écoute, on se capte en janvier, on fait ça. Et donc, elle était pas loin. On se donne, au début, je crois qu'il y a une fois ou deux, tu vois, ça se rate un petit peu et tout. Après, on se donne rendez-vous à la salle de sport. Début 2017, je pense, peut-être les bonnes résolutions, tu vois, ça va être autour du 5 ou 7 janvier, un truc comme ça. Et donc ça, on commence comme ça, en fait, on s'est rencontrés comme ça. Moi, j'étais même avec un pote et tout. Et donc voilà, donc en fait, c'est pas je la coachais, mais bon, je faisais un peu son programme. Et elle, en échange, elle faisait un peu de la pub, elle mettait de la visibilité sur nos programmes Bodytime. Et donc on s'est rencontrés comme ça. Et tu tombes amoureux rapidement? Bizarre, c'est qu'au tout début, en fait, moi, je suivais très peu la télé-réalité. Je l'avais jamais vue dans la télé-réalité. Donc, j'avais ni d'a priori positif ou négatif. Je la Hmm. connaissais pas, en fait. Donc tu savais qu'elle avait fait de la télé-réalité parce qu'elle te Ouais, l'avait dit. elle me l'avait dit. Et puis, tu sais, tout le monde, dès qu'elle arrivait à la salle, même mon pote, ah, c'est Julie Ritchie, elle a fait Secret Story, machin. Je dis, mais en fait, ça m'est arrivé de tomber sur des choses de télé-réalité, mais j'ai jamais regardé. Et puis, vu que je m'y intéressais pas beaucoup, j'ai pas retenu les prénoms, les noms, tu vois. En tout cas, elle m'avait pas marqué. Donc, je pense que je l'avais pas vue. Et donc après, donc, quand je la vois, et c'est vrai que je l'apprécie bien, mais je sais pas pourquoi au début je crois comprendre qu'elle est avec quelqu'un et tout, donc je me dis bon bah voilà, et puis moi je la coach, ça reste un peu comme ça, et puis c'est mon pote, il me dit mais je sais pas, j'ai l'impression il se passe quelque chose entre vous. Tu vois, quand tu sens un peu qu'il y a peut-être quelque chose, mais que tu veux un peu te voiler la face, je me disais non c'est pas vrai parce que tu sais, elle a quelqu'un, machin, et puis un coup après je comprends que bah non finalement elle est célibataire. Et voilà, là je lui propose, écoute, ça te dit on se fait un truc un soir, on avait été voir un spectacle, et voilà. Mais ça s'est fait très vite, vous Ouais, deux. très Ça vite, devait ouais. être un coup de foudre. Parce que seulement un an après le premier coaching de sport et après la rencontre, vous vous Ouais. mariez. Non, un peu plus. Par contre, un an après, elle est tombée enceinte. Ah oui, ok. Voilà. Mais par contre, on s'est mariés en décembre 2018. Donc quasi 2 ans après quand même. Ok. D'accord. Ouais, pas tout Mais à on fait avait 2 ans. déjà Gianni. Gianni, il est né fin septembre 2018. On s'est mariés juste après. Ok. Et le premier enfant, il était voulu, il était réfléchi? Ouais, c'était voulu. En fait, peut-être 2, 3 semaines avant, on en discute et tout. Et Julie, elle me dit, écoute, voilà, maintenant, ça se passe bien entre nous. Je pense qu'on se projette sur l'avenir. Est-ce que si j'arrête la pilule, t'es OK? Mais c'est vrai que, bon, déjà, c'était un moment où, tu vois, on était intimés et tout. Donc, tu sais, un homme, je réponds très vite, mais tu vois, je ne visualise pas ce qu'il y a par la suite. Elle aurait pu me demander ce qu'elle voulait à ce moment-là, j'aurais dit oui. Et puis, mais bon, quoi qu'il arrive, j'étais d'accord. Mais c'est vrai que moi, dans ma tête, il allait se passer quand même plusieurs mois. Tu vois, j'ai toujours entendu, ouais, quand t'arrêtes la pilule, des fois, il y en a, ils galèrent pendant 6 mois, machin. Et en fait, elle sait que moi, j'aime quand les choses, elles sont directes. J'aime pas quand ça tourne autour du pot. J'aimerais te dire quelque chose, si ça te dérange. Tu vois, donc, elle savait que j'étais comme ça. Et un coup, donc, elle vient, je regarde la télé. Je m'en souviendrai forcément toute ma vie. Elle me dit, bon, je sais que t'aimes les choses directes. Alors voilà, elle me sort le test. Elle me dit, je suis enceinte. Mais moi, j'ai cru que c'était une blague. Je dis, mais... Elle m'a dit, bah oui, tu te souviens, on en a parlé il y a 2 semaines et tout. Je vais dire, mais comment elle a fait? Et donc, j'exagère, on en avait parlé 3, 4 semaines avant. Et donc voilà, je t'avoue, pendant 3, 4 jours, un peu un choc parce que c'est pas que j'ai hésité à le garder ou quoi, c'est que plutôt, moi, je m'étais dit, le jour où j'aurai un enfant, c'est que en fait, j'aurais construit ma vie que je serais prêt. C'est-à-dire, je voulais ma maison, la piscine, vue sur Lyon. Enfin, tu vois, j'avais une vision. T'avais the critère. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en vrai, c'est un petit peu ce que se dit tout le monde avant d'avoir un Exactement. enfant. Et en vrai, tout le monde dit que c'est jamais le bon moment. Exactement. Mais c'est exactement la leçon que j'en ai tirée. C'est que
je me dis même maintenant, j'aurais pas le sentiment que ce soit le bon moment parce que comme je dis, tu veux toujours, ok, je veux plus ça, je veux que ça ce soit calé, je veux acheter une maison à mes parents, mais en fait c'est trop compliqué parce que tu rajoutes toujours des objectifs. Non, le meilleur moment, c'est quand tu te sens prêt. Et encore, tu te sens jamais réellement prêt parce que Mm, même ça, j'avais un peu peur. Tu te dis comment je vais gérer. mm. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que donc Alex, peut-être 10 jours après, il m'a avoué aussi, enfin il m'a annoncé, pardon, que Capucine, sa copine, était aussi enceinte. Et ils sont nés à 1 semaine d'intervalle, Ça nos a dû te enfants. rassurer, ça aussi. C'est pas que ça m'a rassuré, mais du coup, on était même pas côté rassurant, mais vraiment côté business, bah, tu partages la même chose. Donc ça veut dire que si s'il y avait que lui ou que moi, tu t'appelles et tu dis ah ça va, Mm. peut-être t'as rien dormi parce que les nuits ça se passe mal ou quoi, tu partages pas la même chose, tu as du mal à comprendre, à dire pourquoi il bosse moins en ce moment, etc. Que là, bah, on se comprenait, tu vois. C'est sûr que pendant 1 an et demi, 2 ans, c'était un peu galère. Ouais. Et je me souviens qu'enceinte, Julie, elle continuait de faire du sport. Ouais, Elle ouais. était critiquée pour ça. Pourquoi? Ouais, mais qui c'est qui critique? Tu vois, je veux dire, c'est des gens qui ont typiquement aucune connaissance dans ces choses-là et ils vont critiquer parce qu'ils ont entendu ça il y a 20, 30 ans par des personnes qui ne sont pas qualifiées. Il y a 40 ans, on conseillait aux femmes enceintes de fumer. Et je veux dire, et les gens, si tu ne fumais pas, ils allaient te dire, ah, regarde, c'est juste. Donc, le plus important, bien sûr, il y a des choses à éviter quand tu es enceinte. Tu vas pas faire des gros impacts, surtout même les premiers temps et tout. Puis Mais j'imagine que toi, tu avais l'habitude de t'adapter en fonction des clientes que tu avais aussi. bien sûr, bien sûr. Non, mais nous, les femmes enceintes, je veux dire, elles s'arrêtaient pas de vivre, quoi. Et après, chaque grossesse est différente. Tu as des personnes qui sont alitées parce que justement, c'est très compliqué. Et d'autres, si elles se sentent bien, tu fais pas faire des choses qui sont dangereuses, bien sûr, pour le bébé. Mais le matin où elle a accouché, elle était à la salle de sport. Elle faisait du soulevé de terre à la salle de sport le matin même. Waouh. Ouais, Mais c'est elle qui était exigeante comme ça envers elle-même. ouais, je pense. Et toi, est-ce que tu attends aussi une exigence de la part de, je sais pas, je parle pas de Julie, je parle en général, mais de la part de la femme que t'aimes, celle qui est en face de toi? Est-ce qu'il faut qu'elle ait une hygiène de vie comme toi? Ouais, ouais, alors les gens ils vont critiquer, c'est pas bien et tout, mais oui, bien sûr. Dans le sens où c'est pas. Je veux dire, c'est un contrat. Tu es en couple, c'est un minimum un contrat. Et ça veut pas dire que tu ne dois pas vieillir. Tout le monde vieillit, je veux dire, et c'est la beauté aussi de la chose. Mais si tu te mets à quelqu'un qui fait attention à elle, je veux que ça continue par le passé, tu vois, dans le futur, pardon. Si tu te mets à quelqu'un qui est gentil, tu veux qu'elle soit gentille, tu vois, qu'elle garde sa nature et tout. Donc, bien sûr. Et puis. T'es pas à regarder, je veux dire, ou par exemple, j'ai pas peur que ma copine elle grossisse pendant sa grossesse, ou tu vois, c'est pas une maladie. Elle avait pris beaucoup de kilos pendant la grossesse? Je me souviens pas, non. Je sais pas. Franchement, je dirais un chiffre au hasard, mais c'était pas abusé, mais elle Ouais. avait, voilà, c'était peut-être une douzaine de kilos, un truc comme ça, 12, 15, faudrait voir avec elle. Mais non, ouais, bien sûr que je trouve que c'est important, et puis surtout, tu as envie d'inspirer la personne aussi en face. Donc, moi, je me dis, si elle fait attention, bah moi, ça m'entraîne aussi à faire attention parce que c'est donnant-donnant, tu vois. Et après, il y a forcément des périodes aussi, notamment quand les bébés, enfin les enfants sont bébés et tout, tu t'entraînes un peu moins, tu manges un petit peu moins bien. Mais après, ça rebooste. Par contre, je me serais jamais permis de dire, que ce soit donc à Julie ou à ma copine actuelle, ouais, je trouve là, t'as grossi, il faut absolument que tu t'y remettes, quoi. J'aurais essayé de faire passer le message. Tu Après, l'aurais c'est fait son. passer comment? Je sais pas, j'ai jamais eu ce besoin de passer ce message-là, mais ouais, c'est peut-être compliqué. Peut-être ce serait bien que tu reprennes une hygiène de vie un petit peu plus saine, tu vois. Parce que, admettons, imagine elle avait pris 30 kilos et elle les perdait pas. Ouais, mais c'est différent. Elle les a pas pris parce qu'elle a pas une bonne hygiène de vie. Elle les a pris parce que c'est une grossesse. Je veux dire, c'est différent. Comme je dis, par exemple, tu te mets avec quelqu'un qui mange sainement, voilà, tu te mets avec quelqu'un, tu tombes aussi amoureux d'un caractère, d'une personnalité. Si la personne, elle change, bah, tu n'es pas tombé amoureux de cette personne-là. Et le physique, comme je dis, c'est pas, moi, c'est pas forcément le poids le problème. C'est le laisser aller, ce que tu dégages. Je veux dire, si tu es quelqu'un, si tu une personne ambitieuse, si tu une personne qui est disciplinée, qui sait ce qu'elle veut dans la vie, etc., tu te laisses pas prendre 30 kilos et ne pas les reperdre, tu vois, en mangeant des conneries. Par contre, si c'est une grossesse ou un système hormonal qui se dérègle et tout, c'est différent. Est-ce que tu as déjà été en couple ou est-ce que tu pourrais être en couple avec une nana qui mange du fromage fondu toute la journée, McDo le mardi, KFC le mercredi, Burger King le jeudi, une petite commande Domino's le dimanche? Tu sais, à chaque fois, il rajoute. Je pense que j'aurais du mal. Je veux dire, tu vois, c'est là où je trouve que c'est pas le physique je veux dire, c'est le lifestyle. Parce que une personne qui est en surpoids mais qui a un lifestyle qui est pour moi Mm. sain et qui correspond au mien, j'aurais pas de souci. Une personne qui a peut-être un physique beaucoup plus avantageux, qui pourrait potentiellement plus me plaire, mais qui a ce type de lifestyle, j'aurais beaucoup plus de mal. Parce qu'en fait, comme je te dis, je pense que ça me tirerait un petit peu vers le bas.
Et je veux dire, j'aurais un lifestyle un petit peu moins sain et tout. Moi, je veux vraiment, enfin, je vois comme ça, mais un couple, t'es partenaire et je veux dire, faut plus se tirer vers l'eau. Donc, si après, tu arrives, si je sens que c'est possible que moi, je la tire un peu vers l'eau, lui faire comprendre l'importance quand même de mieux manger, de faire un petit peu de sport. Tu fais pas que du sport juste pour être fit, tu fais du sport parce que c'est bon pour tout, pour le stress, pour le sommeil. Je veux dire, tu es plus ambitieux dans la vie, tu travailles mieux, tu es plus productif. Donc. Mais je pense que ouais, si vraiment un lifestyle très différent du mien, j'aurais du mal. Je vais être cash, hein. Est-ce que tu pourrais être en couple avec une femme grosse? Très grosse, non. Avec des rondeurs, oui. Une personne en obésité morbide, non. Mais je pense, alors je préfère dire la vérité. Mais tu vois, on a souvent posé la question, même si c'est sur des chats et tout dans la rue. Tu as beaucoup de personnes qui, quand c'est filmé, te disent ah ouais, pourquoi pas, machin, et en off, c'est pas vrai. Une personne en obésité. Moi, les gens ils disent des fois, je suis dur avec les personnes obèses. Mais c'est juste que je leur dis la vérité. Tu vois. Moi, j'ai pris des clients en coaching sur 1 an. La vérité, elle est ça. Par contre, je vais t'aider si tu as, si t'as envie à changer. Si après la vérité, elle te va, parce que je veux dire, moi, j'aimerais pas être comme ça, mais il y a des gens, entre guillemets, c'est vrai, ça les dérange pas. Mais la vérité, elle est comme ça. C'est-à-dire que quand tu mets ça, tu vas recevoir ça comme commentaire. Est-ce que tu l'acceptes ou pas? Enfin, je veux dire, c'est comme quand tu es exposé, bah, tu sais que tu vas recevoir des messages haineux, des gens qui vont t'insulter pour des choses, des fois, que tu comprends pas. C'est-à-dire, genre, t'es grosse, c'est normal que tu reçoives des mauvais commentaires sur ton poids? Pas que c'est normal. Je veux dire, toi, quand tu es médiatisé, c'est pas normal que des gens ils t'insultent. Non. Mais ça fait partie, c'est le revers de la médaille. Tu sais que si tu veux faire ce métier, tu sais que si tu veux être acteur, tu veux être Mbappé, tu sais que tu vas avoir des détracteurs. Tu vois, tu aimes le foot, tu sais que tu vas devoir passer devant les journalistes, que tu vas avoir des détracteurs, des gens qui se moquent de toi parce que là, il est tombé récemment, je sais pas quoi. Tu vois, les gens se nourrissent en plus de son malheur. Tu sais que tu es en obésité, tu sais que tu as un physique qui est atypique, tu sais que tu vas prendre des messages haineux. Soit tu l'acceptes et dans ce cas-là, ta situation, c'est la tienne. Voilà. Soit tu veux changer, dans ce cas-là, on peut en discuter, tu vois. Donc, tu sous-entends qu'il faudrait que les personnes en obésité changent pour changer le regard des gens sur elles? Non, tu as le droit de l'accepter. Mais je veux dire, en fait, je dis pas que c'est bien, c'est malheureux. Tout le monde se juge. Tu vois, je t'ai vu 2 secondes, je me suis fait une opinion de toi et inversement, toi aussi. Tu t'es dit quoi? Je sais pas, c'est inconscient, tu vois. Ah. Et comme je te l'ai dit, déjà, tu es plus grand que ce que je pensais. Oui. Je t'ai dit, ah putain, tu es plus grand que ce que je pensais. Tu fais plus jeune que. Mais bon, on va pas parler des âges, mais tu fais plus jeune que ce que je pensais aussi. Je fais plus jeune que 30 ans? Tu fais plus. On va dire ça. Mais voilà, mais je veux dire, tu te fais forcément une opinion. Et c'est inconscient, c'est comme ça. Et je veux dire, on est dans un monde où l'apparence, elle est importante. Et je veux dire, ta tenue vestimentaire dégage quelque chose qui fait que j'ai ressenti des choses, que chaque personne que tu croises dans la rue, tu vas impacter de manière différente et tout. Quand tu es en tenue de sport ou quand tu es en tenue de ville, les gens, ils s'adressent pas à toi de la même manière. Tu vas dans une boîte de nuit, tu es sapé, tout le monde voit que tu as une montre à 100 000 balles. Personne va s'adresser à toi de la même manière que si tu arrives en jogging. Tu vas peut-être même te faire refouler en jogging, alors que tu vois ce que je veux dire. Donc c'est l'apparence, tu peux pas me dire que oui, non, faut rester soi-même, il faut se moquer. Non, tout le monde est jugé. Après, tu peux l'accepter. Comme je te dis, moi, une personne obèse, et il y en a beaucoup, je veux dire, nous, ils le prennent mal des fois ce qu'on dit, mais si tu es obèse et que je veux dire, c'est ton physique, c'est ta vie, moi, ça n'impacte pas la mienne. Je dis juste, moi, je veux pas changer les gens qui ne le veulent pas. Je veux transformer des personnes qui ont envie de changer de corps. Parce que si l'obésité, elle est bien vécue et que c'est un choix, ok. Mais quand c'est mal vécu et que c'est suite à un drame psychologique, à une émotion, voilà, un problème hormonal, etc., et que c'est subi, et ben là où il faut changer. Parce que tu subis quelque chose que tu n'aimerais pas. Comme la chirurgie esthétique, tu ne peux pas promouvoir la chirurgie esthétique, mais des fois, suite à un accident, peut-être quelque chose depuis ta naissance qui te gêne, tu ne peux pas dire non, la chirurgie esthétique c'est nul. Une femme qui a vraiment pas de poitrine, et depuis tout petit ça la complexe, etc., elle a envie de se faire refaire la poitrine. Moi, je trouve que ça se comprend, tu vois. Après, certains te diront pression de la société et pas réelle C'est ambition vrai, ou c'est réelle vrai. envie. Et d'ailleurs, toi, tu as succombé aussi à la chirurgie esthétique. Tu as fait le Ouais. nez. Non, j'ai pas fait le nez. Ah bon? Non, c'était un fake. J'ai fait les cheveux récemment. Ah bon? Ouais, mais j'ai pas fait le nez, c'était un fake. Pourquoi c'était un fake? En fait, c'est un pote chirurgien. Donc, à Lyon, il a tourné avec nous. Mais en fait, si tu regardes la fin de la vidéo, en fait, c'est un. Comment ça s'appelle, tu vois? Un truc en plastique, tu vois, qu'on a mis dessus. Et Ok. on le montre à la fin, ouais. Ah d'accord, donc je me suis laissé avoir. Et les cheveux, c'est quoi? Ça C'est se des voit. implants? Ouais, un plan, j'avais fait en Turquie, là, en mars. J'avais jamais vu que tu avais de la calvitie. Bah, en fait, j'ai fait surtout densifier devant, là. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est en 2020 que vous accueillez votre deuxième enfant.
Ouais. donc Giovan. Dans votre mariage, qui était le bon flic et qui était le méchant flic avec les gosses? Méchant flic. Ah, c'était toi. Ouais, ouais. T'étais plus dur que Julie? Tu es plus dur que Julie dans l'éducation? Alors, je pense que surtout, je m'énervais plus vite. J'étais, je pense, plus dur. Après, je veux dire, comme tout le monde, t'es jamais 100% ci, 100% ça. T'es toujours un mélange. Elle, bien sûr que de temps en temps aussi, elle s'énervait, etc. Mais je pense que j'étais plus dur. Et surtout, on n'avait pas forcément eu ces conversations sur l'éducation, en fait, avant. Pas que j'y avais pas pensé, mais tu as toujours l'impression que du moment que ça se passe bien avec une personne, tu vas être sur la même longueur d'onde pour l'éducation. Et c'est pas forcément le cas. Ah oui, donc vous avez découvert ça en ayant des enfants. Exactement. Vos Et c'est aussi ce qui divergences. a fait qu'on s'est rendu compte que bah, c'est pour ça aussi que ça marchait plus, parce que on n'avait pas la même vision par rapport à l'éducation. Et je pense que ouais, j'étais beaucoup plus dur que elle. Cas concret, cas concret. Euh, quel motif au niveau de l'éducation ou avec les enfants pouvait créer des disputes entre vous? Et c'est normal, hein, tous les parents se disputent, hein. Enfin beaucoup. Gianni, donc le plus grand, tu sais, il avait beaucoup de mal à manger tout ce qui était légumes et tout. Et en fait, si tu le forçais un petit peu, il se faisait vomir. Mais qui pour moi, c'était volontaire. Tu vois, après, il était petit, hein, mais il avait 3 ans, 3 ans et demi. Mais pour moi, un enfant, faut vraiment pas sous-estimer. C'est très malin et très tôt. Et en fait, elle, Julie, à chaque fois, tu vois, s'il se mettait à vomir, bah, elle allait plus aller dans son sens. Et des fois, on a vraiment été au fight parce que moi, j'engueule Gianni. Moi, il fait semblant de vomir et tout. Je dis, tu vomis, je te fais remanger ce que tu vomis. Donc, il fait en sorte de pas vomir. Donc, je me dis, tu vois, c'est un mytho. Mais si tu vois, je l'engueulais trop, elle, après, elle allait un peu prendre sa défense et forcément, ça allait au clash. Tu vois? Parce que pour elle, j'allais trop loin et je disais n'importe quoi. Et pour moi, elle sabotait mon autorité en défendant le petit, tu vois. Et du coup, c'est sur des choses comme ça où c'était compliqué. Est-ce que tu pourrais être parfois dans l'éducation de tes enfants au niveau alimentaire comme Cristiano Ronaldo, Non, par pas du exemple, tout. qui refuse que ses enfants mangent du chocolat? Non, pas du tout. Par contre, mais c'est comme tout. Je veux dire, on n'a pas un style de vie parfait, on n'a pas un lifestyle parfait. Par contre, c'est une question d'équilibre. C'est ce que tu fais jour après jour qui fait qui tu es. C'est pas ce que tu as fait une fois. C'est pas une fois que tu manges de la salade, tu as un super physique, ou une fois tu manges un chocolat. Ça y est, c'est grave. C'est ce Mm. que tu fais jour après jour. Et donc, moi, par exemple, au moins une fois par semaine, enfin, non pas au moins, mais une fois par semaine, les petits ils ont le droit à un McDo ou le fast-food qu'ils veulent. Mais généralement, c'est le week-end. Si ils le décident dans la semaine, par contre, ils savent qu'ils ne l'auront pas le samedi soir ou le dimanche soir. Ok. Et c'est très dur pour les enfants, parce qu'en vrai, c'est arrivé aussi qu'on en fasse deux dans la semaine, ou tu Mm. vois, mais c'est juste, en fait, c'est pas le fait, parce qu'ils ont pas de problème ou quoi par rapport à ça, c'est pas le fait qu'ils mangent une deuxième fois McDo qui me gênerait, c'est le fait qu'ils comprennent, ok, tu l'as eu une fois, tu as eu un plaisir, et ben, tu as décidé de l'avoir dans la semaine, tu l'as pas le week-end. C'est pas, ça se multiplie pas, tu vois. Tu es obligé de faire des choix, il faut les respecter, tes choix. Et c'est dur pour lui, parce que même à 6 ans, Gianni, je veux dire, quand il me dit le mardi soir, on peut avoir McDo? Ok, mais tu l'auras pas ce week-end. Oui, d'accord. Et quand ça arrive le week-end, on peut avoir McDo? Je dis, bah non, mardi, tu as voulu le McDo. Et je trouve que ça fait 3 4 fois qu'il me fait ça, et il commence à comprendre, ok, c'est quoi, tu vois, et tu te projettes sur un avenir quand même qui est proche, que c'est à quelques jours, mais voilà. Mm. Comment tu définirais les 5 années de vie maritale que tu as eues avec Julie? Euh, Comment je définirais? Écoute, ça s'est très bien passé entre nous. Même, je veux dire, la séparation s'est très bien passée. Tu vois, les gens ont voulu parler, les gens ont voulu mettre des problèmes, mais on a toujours été au clair et ça s'est très Mm. bien passé. Qui a voulu mettre des problèmes? Bah, tu sais, les gens sur les réseaux sociaux, comme je dis, les gens parlent. Tu peux pas empêcher les gens de parler, tu vois. C'est pour ça qu'on n'a jamais trop répondu, tu vois. Et puis, forcément, tu te sépares, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui allait pas dans le couple. Mais ça veut pas dire ni que tu te détestes, ni qu'il y a eu quelque chose de grave. Les gens qui disaient c'est lui qui l'a trompé ou c'est elle qui a été voir ailleurs. Tu vois, ils inventaient des choses pour justifier, mais on l'a dit du début, c'est juste par rapport à la vie de famille. Non, ça allait plus, on n'avait pas la même vision. Je pense que voilà, on sentait que ça bloquait, que c'était la fin de l'histoire. Mais ça veut pas dire qu'il y a eu quelque chose de grave ou quoi que ce soit. Et non, je pense qu'on avait une vie assez simple, tu vois. C'était plutôt détente, on s'entendait bien, on rigolait beaucoup. Je pense que c'est important. Et comme je te dis, après, c'est au moins jusqu'à la naissance de Jovan. Et à partir du moment où on a eu les 2 enfants, où c'était plus dur, tu dors aussi moins. Et qu'on vraiment s'est rendu compte que la vie de famille, on n'avait pas la même vision de tout ça, de l'éducation. Je pense que tu t'éloignes aussi un petit peu. Il y a beaucoup de couples qui se séparent en ayant 2 enfants, Mm, c'est vrai. tu vois. Parce que je pense que c'est un moment un peu difficile. C'est pour ça que quand ça allait pas après, moi, en discutant avec elle, je lui dis écoute, viens, on se laisse quelques semaines. Mais entre guillemets, on a vécu le pire. Alors, c'est pas le pire de manière générale, mais je veux dire le pire dans l'éducation là des petits, parce que Jovan, le deuxième, il allait avoir 2 ans, et je lui dis bah ça va aller de mieux en mieux. Tu sors un peu des problèmes la nuit où tu en as toujours un qui se réveille, donc fatigué, tu es irrité, etc.
Et petit à petit, ils vont jouer ensemble. Donc voilà. C'est pour ça que moi, je me disais, autant se laisser encore une chance et qu'elle, voilà, elle était vraiment décidée, Julie, et c'est comme ça que. Donc ça veut dire que c'est Julie qui a vraiment pris la décision finale. Toi, tu Ouais, voulais ouais. laisser une chance à ce mariage. Bah, moi, ce que j'avais dit, viens, on se laisse 2, 3 semaines et on réessaye. Et donc, on s'est séparés début juillet. Moi, je m'étais dit jusqu'à fin août, je vais essayer, entre guillemets, de lui faire comprendre qu'on va faire des efforts. Enfin, c'est même pas faire des efforts parce qu'il n'y avait rien de grave. C'est juste, voilà, on va travailler mieux pour être des meilleurs parents et mieux s'entendre, etc. Jusqu'à fin août. Elle, j'ai senti que sa décision, elle était prise. Mm. Et après, je me suis dit, bon, bah, tu vois, je veux pas attendre ou je veux pas réessayer sur des choses. Sûrement, elle a raison. Mais c'est surtout qu'elle l'a formalisé, sa décision prise justement en août 2022, fin août 2022, si je me souviens bien. Julie, sur les réseaux sociaux, en disant que vous aviez pris cette décision tous Ouais, les deux, ouais. mais que vous ne vous exprimeriez pas dessus. Et 3 mois après, elle s'était exprimée. Justement, je te propose de regarder. Ah, ok. Voilà, on s'est lassé l'un et l'autre de l'un l'autre, je pense. Et nos chemins se sont séparés. Fallait arrêter de faire la meuf indépendante. C'est absolument pas dû à ça, franchement. Puis et moi, on était très comme ça, on était très indépendants, hein, genre en couple. Mais chacun pouvait faire les choses de son côté. Je veux pas être dépendante de mon copain, de mon conjoint. Je veux pas, oui, pourquoi tu pars parce que j'ai envie, en fait, je suis une femme, je suis pas que ta femme, je suis pas qu'une mère, moi je suis une fille, j'ai besoin de kiffer, je culpabilise pas à faire garder mes garçons, j'ai besoin de vivre, de vibrer, il me faut vraiment un homme ouvert, je veux pas le gars arriéré, gna gna gna, ça. Qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce qu'en fait, toi, tu voulais qu'elle reste à la maison, qu'elle s'occupe Non, des pas du enfants? tout. Est-ce que tu n'acceptais pas qu'elle sorte en boîte de nuit avec les copines? Ah non, pas du tout. Non, parce que, bah après, je sais pas, mais je sais que je l'ai jamais vu cet extrait, mais on m'en avait parlé et tout. Après, enfin, pour moi, je veux dire, ce qu'on se disait, ça se passait bien à ce moment-là. J'allais pas créer des problèmes. Ah, t'as dit ça sur les Mm. réseaux et tout. Tu vois, je m'en foutais un peu. Et ça se passait bien. Et pour les enfants, on faisait du mieux possible et tout. Je pense que ce qu'elle dit, c'est quoi là, juste on s'est séparés parce que bah on s'entendait plus forcément, etc. Après, non, la preuve, c'est qu'on s'est séparés. Elle était 2 semaines en vacances. Moi, je partais 2 semaines aussi en vacances de mon côté. Tu vois, donc on a fait ça tous les ans. Elle sortait. Enfin, il Ok. n'y a jamais eu de. Enfin, je pense pas un jour lui avoir dit non, fais pas ci. Et je pense pas qu'elle l'ait fait un jour. Et. Enfin, tu vois, on s'est toujours laissé vachement libre par rapport à ça. Et j'ai toujours eu très confiance. Je pense que c'était réciproque. Enfin, je veux dire, sur ça, il n'y avait pas de problème. Mais alors j'ai du mal dans ce cas à comprendre je ne veux pas être dépendante de mon copain, je veux pas un ouais, pourquoi tu pars, parce que je suis indépendante en fait, tu vois. C'est ça que j'ai du mal à comprendre dans ce cas. Et j'entends ton discours, hein. Écoute, je pense pas qu'elle parlait de moi à ce Ok. moment-là. Mais si peut-être elle a vécu quelque chose comme ça, mais alors vraiment, je verrais pas dans quel cas ce serait possible, tu vois. Et est-ce que tu n'étais pas un peu trop arriéré, comme elle dit? Trop conservateur, peut-être? Hmm, peut-être un peu. Tu vois, moi j'aime les choses. Mais tu sais, c'est grave, hein, parce que je pense que plus je vieillis en plus, et plus j'aime, je me dis les choses d'avant c'était mieux, tu vois. Parce que je trouve qu'il faut faire avec son temps, notamment, tu vois, les choses qui sont positives comme la nouvelle technologie et tout, mais j'aime les valeurs un peu plus anciennes, Hmm. tu vois. J'aime l'argent éthique. Je veux dire, faire de l'argent c'est bien, faire de l'argent d'une manière éthique, c'est mieux, tu vois. Genre l'argent sur mime, non? Non. Je veux dire, pour moi, et encore, je ne veux même pas parler des femmes et tout, parce que quand c'est fait, quand c'est ton corps, ta décision, mais j'en ai déjà parlé moi sur les réseaux, mais tu sais, il y a beaucoup d'agences maintenant qui se montent. Encore une fois, si la fille, c'est son choix, ok. Mais il y a beaucoup de mecs qui s'enrichissent, ils vont prendre des Brésiliennes ou des meufs, des Argentines ou quoi, qui gagnent pas forcément beaucoup d'argent, et ils vont lui dire, écoute, on fait 50-50 ou des fois même plus, tu m'envoies les photos, tu fais ça. Mais en fait, c'est du proxénétisme. Hmm. Je veux dire, pour moi, ça s'apparente à du Mais elle proxénétisme. n'était pas sur mime, Julie. Non, 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 elle était pas sur lui. Non, Voilà. non, non, c'est pour te dire, quand je te dis l'argent éthique, c'est d'une manière générale, tu vois. Je veux dire, demain, tu veux faire beaucoup plus d'argent, fais tes interviews tout nu, tu vas cartonner, tu vois. Mais est-ce que c'est ce que tu as envie de dégager, c'est ce que tu as envie de montrer? Est-ce que tu veux que les gens te regardent ta chaîne YouTube parce que tu es drôle et que tu étais tout nu ou parce que tu passes un vrai quelque chose, un vrai message, de vraies interviews, etc., tu vois. Et je trouve que c'est la même chose pour la notoriété comme pour l'argent. Et arriéré, bah, ouais, peut-être. Après, comme je te dis, moi, j'aime bien les valeurs un peu plus traditionnelles, tu vois. Et pour moi, surtout, la famille, c'était on est ensemble, on fait des enfants, c'est pour toute la vie, tu vois. Mes parents, ils sont encore ensemble, donc j'avais encore cette image un petit peu parfaite de la famille, mais je pense comme beaucoup de gens. Et, et je trouve que je suis pas sûr, enfin, tu vois, on s'est séparés, c'était dur aussi parce que j'aimais la situation, dans le sens où marié, 2 enfants, une maison, T'as souffert du divorce? ouais, t'en souffres toujours un petit peu, forcément, enfin, un petit peu, oui, forcément. Après,
pense que j'ai rebondi assez vite, en tout cas par rapport à certaines personnes, parce que bah, j'ai appris aussi notamment à travailler, tu vois, le mental, le mindset, machin, comment réagir dans ce genre de situation. Mais je veux dire, c'est surtout, en fait, tu es déçu. Je pense que c'est un choc émotionnel. Bien sûr que tu as encore des sentiments et tu aimes encore la personne, mais c'est surtout de se dire, ah putain, j'avais une grande maison avec piscine, salle de sport, ma femme, mes enfants tous les jours, et je me retrouve à louer un appartement, tu vois, un plus petit appartement, je vois mes enfants une semaine sur deux. Donc en fait, souvent, tu es nostalgique de la situation. Mais est-ce Mm. que tu es nostalgique réellement de la personne? Et tu vois, moi, il m'a fallu quelques semaines, tu vois, vraiment pour réaliser aussi tout ça. Et après, c'est pour ça que ça s'est bien passé, c'est que très vite, quand même, en échangeant avec Julie, on s'est rendu compte que, limite, tu vois, on s'entendait toujours très bien, notamment pour les enfants et tout, mais que c'était mieux, entre guillemets, que ce soit pas plus que ça, tu vois. Mais oui, parce que c'est Julie qui disait l'orage est passé, mais nous ne nous côtoyons plus. Alors c'est normal qu'il y ait un orage dans peut-être 99% des cas quand il y a divorce ou séparation, mais je voulais comprendre le mais nous ne nous côtoyons plus. Parce qu'on avait des amis aussi en commun, forcément un petit peu. Euh, mais après, c'est vrai que moi, si j'avais pas eu d'enfant, Julie, j'aurais plus jamais écrit, plus jamais parlé, plus jamais vu. Je vais pas rester ami avec une ex, tu vois. Toutes celles d'avant, je veux dire, c'est arrivé que les personnes me renvoient un message. En fait, t'es mon ami ou t'es plus mon ami. Et je veux dire, enfin, tu vois, T'es ma demain, femme ou t'es plus ma femme. exactement, ça veut dire que c'est fini, c'est 100% ou zéro. Mais je veux dire, j'aime pas l'entre-deux, tu vois, de se revoir un peu, de machin. Donc là, c'est différent parce qu'on avait les enfants ensemble. Donc on est amené à se voir, on discute des enfants, mais je veux dire, sa vie perso, c'est sa vie perso, ça me regarde pas. Et voilà, du moment que ça impacte pas les enfants, je veux dire, elle fait 100% ce qu'elle veut, je fais 100% ce que je veux, et je veux pas forcément garder de contact en dehors de ça. Et je trouve que, voilà, moi, ça m'intéresse pas, entre guillemets. C'est pas parce que c'est une fille que j'apprécie, qui est sympa, qu'on rigolait bien, que je dois absolument la garder dans mon cercle d'amis ou, tu vois. Mm. Je veux dire, des gens sympas, heureusement, il y en a beaucoup, des gens avec qui tu rigoles, il y en a beaucoup. Autant que, tu vois, il n'y ait pas eu de complications, de trucs relationnels. Et puis, ça veut dire quoi? Tu restes ami. Le jour où je trouve quelqu'un, elle trouve quelqu'un, c'est pas un peu bizarre pour eux, tu vois? Mm. Je veux dire, je trouve que tu pars sur des bases qui sont un petit peu malsaines. Même pour les conjoints, tu vois, tu te sens pas forcément à l'aise. Moi, j'ai toujours été très clair avec ma copine. Je veux dire, elle sait. On fait des vocaux avec Julie, elle écoute, tu vois, je m'en fous. Enfin, on a une discussion, c'est pour les enfants, point final. Est-ce que t'étais ennuyeux? Ennuyeux, non, je pense pas. Tu sais pourquoi je dis ça? Non, pourquoi? Non, bah, parce qu'elle avait dit c'est dommage. Non, on a pu lire sur les réseaux, c'est dommage qu'elle l'ait quitté soi-disant parce qu'il était ennuyeux. Elle a Ok. perdu quelqu'un de bien, et ça c'était une réaction à des épisodes de Maman est célèbre. Ah ouais, non, j'étais nul dedans. Et je voulais te parler de Maman est célèbre parce que j'ai l'impression que, alors je sais pas, hein, mais c'est ce que tu dégageais, j'ai l'impression que tu te forçais. Ouais, ouais, ouais. En fait, je t'explique. Enfin, je t'explique. Je te dis, moi, comment je l'ai vécu. Bon, déjà, c'était quand même compliqué avec les deux enfants. Je veux Oui. dire, comme je te dis, on était un peu fatigués, etc. Première saison, en fait, donc, moi, je suis pas rémunéré. Ils viennent filmer. En fait, bon, par contre, les cadreurs, super sympas. Moi, je rigolais avec eux en off et tout. Julie était rémunérée. Ouais, bien sûr. C'est ça. Et toi, tu disais, il me semble que tu avais dit un truc du style, mais en fait, c'est du taf, c'est comme du cinéma, c'est de l'acting. Je vois pas pourquoi Bah moi ouais. je serais pas rémunéré non plus. Mais en fait, si tu veux, c'est que la première saison, voilà, moi en off et tout machin, ils me demandent deux, trois trucs. Et je dis oui, mais c'est pour aider aussi un peu Julie. Mais tu vois, ça me saoule un petit peu qu'ils viennent, ça prétend. Après, j'ai du mal avec tout ça, mais ça prétend être la réalité. Mais en fait, tu vois, tu fais rejouer les enfants, tu leur fais. Moi, j'avais un peu de mal. Et surtout, j'ai envie de dire, bah, pendant que vous faites les ITV, où c'est censé, tu vois, où t'es censé. Eh bah, moi, je m'occupe, je fais à manger, je me fais le bain au petit, tu vois. C'est ça la réalité. C'est ça la vie de maman. Tous les jours, c'est pas pump it up, tu vois. Sauf que bien sûr que si tu mets ça à la télé, ça fait rêver personne. Mais la vie de maman, tu vois, c'est ça. Et donc, fin de première saison, en fait, elle est censée m'avouer que. M'annoncer, j'ai du mal. M'annoncer qu'elle est enceinte de notre deuxième. Sauf que bien sûr, je le savais déjà, on est au resto. Et après, la prod, elle dit à Julie, ouais, PJ, sa réaction, c'est pas ouf, il aurait pu un peu plus se pousser et tout. Je dis, alors, soit on fait dans la réalité, j'étais déjà au courant. Et je veux dire, je suis pas quelqu'un, waouh, incroyable, lui sauter dessus alors qu'on attend un deuxième enfant et que voilà. Soit dans ce cas-là, si tu veux une réaction différente, c'est de l'acting et dans ce cas-là, tu payes un acteur. Je veux dire, mais je joue, soit je joue moi, soit voilà. Et en fait, la deuxième saison, du coup, m'avait donné un peu d'argent. Et en fait, c'était pire parce que du coup, bah, je pouvais pas dire non sur des trucs et tout. Franchement, j'avais pas envie. Ça se passait pas très bien avec Julie à ce moment-là. Je pense que elle aussi, je veux dire, ça lui a pas plu que moi je fasse pas plus d'efforts dans ce sens-là. Mais je veux dire, moi, je veux dire, à côté, j'ai ma société, machin, j'avais des trucs à faire. Comme je te dis, je trouve que c'est
c'est biaisé parce que ouais, c'est la vie de maman, mais non, c'est la vie de maman organisée par le truc où tous les jours c'est un truc de fou, mais après pour les vraies attractions, les vrais trucs, faire le bain, faire le coucher, raconter l'histoire, donner à manger, c'est pas ça. Et je veux dire, c'est ça une vie de mère. Je veux dire, c'est pas tous les jours que tu les amènes à Walibi ou tu vois. Donc du coup, mais ce que je comprends aussi, la prod pousse sur des activités parce que sinon c'est un peu chiant de les sortir faire la même chose. Mais bon, la vie de parent, je veux dire, elle est redondante. Oui, c'est chiant. Enfin, c'est chiant. Je veux dire, c'est répétitif. Tu fais pas un truc de fou tous les soirs, tu vois. C'était de la télé-réalité pour toi, Maman est célèbre? Ouais, c'est entre les deux. Parce que bien sûr qu'il y a quand même une part de vrai. Je ne veux pas dire que tout est fake, tout est inventé. Bien sûr qu'il y a une part de vrai. Il y a beaucoup de choses. Sans la télé, Julie fait beaucoup d'activités avec les enfants. Donc je veux dire, ça retransmet aussi. C'est juste, c'est extrapolé et voilà. Et après, sur les saisons suivantes, du coup, j'avais dit, je préfère pas apparaître en fait. Déjà, ça me donne pas spécialement une bonne image. Ça me saoule de rejouer une scène. Est-ce que tu peux redire ça et tout? Non, j'ai pas envie. Je veux dire, voilà, si je dois faire un truc, c'est soit on fait de l'acting, mais ce genre de télé et tout, ça me plaisait pas. Moi, je rentre d'une journée de boulot, tu vois. Je suis parti, tu rentres, c'est 18h, tu récupères les petits ou ils sont déjà là. Et pendant une heure et demie, il faut faire un peu le truc. Moi, ça me plaisait pas. C'est son job, tu vois. C'est ce qui la rémunère, Julie. Moi, pas du tout. Tu vois. Elle a repris d'ailleurs la télé-réalité par la suite. Elle a participé à la saison 2 des 50. Désolé de t'en parler, mais il y a eu des rapprochements avec des candidats de télé-réalité Ouais, on célèbres m'a comme Nicolas raconté. Ouais. Lodzina. Ouais. Elle a dit je ne suis vraiment pas déçue d'avoir passé la nuit avec Nico en dehors du fait qu'il ronfle. Avant de s'endormir, on a parlé, on a rigolé, on s'est fait des câlins, c'était super. Bien que je pense que ça m'a encore plus rapproché de lui. Vivian, avec qui il y avait eu un rapprochement à la télévision, a déclaré concernant Julie, c'est comme un trophée pour moi. Ok. Je voulais savoir, toi, qu'est-ce que ça t'a fait de voir ton ex-femme, la maman de tes 2 enfants, retourner à la télé-réalité, se rapprocher d'autres hommes? En fait, j'ai pas vu parce que je regarde pas, encore une fois. Encore moins si je sais que Julie est dedans. Euh, donc, en vrai, j'ai pas vu, tu vois, c'est les gens qui m'ont raconté. Quand c'était la première saison avec Vivian, et je sais que tout de suite, les gens, ils m'ont tagué sur les réseaux, ils m'ont envoyé plein de trucs et tout. Je dis, mais les gars, enfin, tu sais, tant mieux pour elle. En fait, parce qu'en plus, souvent, tu vois, ils sont médisants, ils veulent que toi aussi, tu sois méchant. Mais moi, je le connais pas, Vivian, je l'ai jamais rencontré. Enfin, je vois qui c'est, mais je veux dire, j'ai jamais rien vu de lui, tu vois. Donc, je vais pas me permettre de le juger. Et je sais que Julie, de toute façon, elle ne ferait pas n'importe quoi avec n'importe qui non plus. Donc, je veux dire, voilà, puis c'est sa vie, je veux dire. Ouais, on a pu lire, elle passe de PJ à Vivian, mon Dieu. Ouais, mais c'est méchant. Parce que je veux dire, comme je te dis, enfin, tu connais pas la personne réellement. Tu vois dans une télé-réalité où il a ce personnage, où il fait ci, où il fait ça. Et après, je sais juste que, voilà, bon, on s'est vu peu de temps après avec Julie, parce que c'était la rentrée des garçons. Elle m'en avait parlé un peu, elle me dit, oula, tout ce que j'ai reçu sur les réseaux et tout. Je dis, je sais, moi aussi, ils m'ont envoyé les gens. Et voilà. Et après, à ce moment-là, elle était en couple en plus, donc elle m'avait dit, bon, bah voilà, maintenant, c'est différent. Je veux dire, j'ai rencontré quelqu'un, etc. Et toi, ça te gênerait si tes enfants plus tard te disent, en fait, on veut faire comme maman, on veut faire de la télé-réalité? Je pense pas. Non, ça dépend quel type de télé-réalité. Les Marseillais, saison 42. Bah, non, ça me dérangerait pas s'ils sont malins. J'espère et je pense leur donner une éducation financière, une éducation, tu vois, intéressante. Et je trouve que tu as des personnes dans la télé-réalité j'avais rencontré par exemple Thibaut à l'époque quand il était avec Shana. Et d'ailleurs, Shana, c'est la même chose, mais je veux dire, c'est des gens qui sont malins, qui ont su investir, qui ont su. Voilà. Et je trouve que de se servir d'une visibilité comme la télé-réalité, c'est très malin et c'est très profitable. Si par contre, tu fais de la télé-réalité pour prendre un cachet, tu prends 100K, 100 000 parce que voilà, tu as fait des placements de produits machin et tu les crames à Dubaï, à louer des fèves et à faire le beau gosse, ouais, je lui dis, t'arrêtes ça. Et je pense que je peux m'embrouiller avec eux parce que ça voudrait dire que mon éducation n'était pas saine. Je veux dire, la télé-réalité en soi, moi, je vois rien de néfaste, de mauvais ou quoi que ce soit. Mais c'est un moyen. YouTube, c'est un moyen de soit toucher une clientèle, soit de faire de l'argent directement avec des placements de produits ou quoi. Mais tu vois, faut que ça serve. C'est un moyen. Je veux dire, le but, c'est pas juste d'avoir le plus d'abonnés sur YouTube et de rien en faire. Tu vois? Ça fait un moment maintenant que tu es en couple avec Elisa. Ouais. Enfin, un an, un peu plus d'un an et demi. Ah oui, ça commence à faire. Ouais, un an et demi, ouais. Putain, Quand si même, si- ça si je passe me vite. trompe, elle va m'engueuler. Ouais. Ça passe vite, en Ouais. vrai. Bon, comment t'as vécu les comparaisons qu'il y a eu sur les réseaux sociaux? Encore. Tu sais à quoi je fais référence? Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est toujours compliqué.
Et moi, c'est ce que j'avais dit, Elisa, parce qu'elle avait un petit peu enfin, elle a un peu de followers sur Insta, mais elle avait jamais eu de haters. Tu sais quand... Ça a dû être dur pour elle. Ouais, Parce que bien quand sûr. que tu sois une nana ou un mec, et il y a tout le temps le passé qui te rattrape en mode ah, mais t'as pris la même que Julie, ah, pourquoi t'as pris la meuf, elle lui Ah, ressemble, ah, exactement. Ah, Ouais, j'ai cru que c'était elle, machin. Et en fait, c'est ce que j'avais dit. Attention, le jour où on va l'annoncer, on va prendre des messages haineux et les gens vont comparer, etc. Elle m'a dit, ouais, je sais. Et je trouve qu'elle a vachement bien réagi parce qu'elle était vachement détachée par rapport à ça. Et forcément, il y a des gens, ah ouais, bah Julie était beaucoup plus belle, ah ouais, bah Julie était comme si, ah t'as bien fait parce qu'elle, elle est comme ça, etc. Et comme elle me disait, t'aurais pu être, j'aurais pu être Megan Fox, je veux dire, quoi qu'il arrive, il y a des gens qui préfèrent Julie, enfin, tu sais, il y a toujours des gens qui vont critiquer. Donc je trouve qu'elle avait cette maturité, ce recul où j'ai eu le sentiment, en tout cas, elle n'a rien laissé transparaître que ça l'impactait pas, tu vois. Après, ça se passait bien entre nous. Comme je dis, je l'avais quand même prévenue parce que je me doutais qu'elle allait bien gérer, mais je lui dis, c'est pas facile. Tu sais, tout le monde, au début, quand tu commences à recevoir des premiers messages, tu vas te dire, tu sais, pourquoi il me dit ça? Enfin, je veux dire, j'ai oui, fait bah quoi oui. de mal, tu vois? Et c'est comme ça. Je veux Mais dire, c'est un peu incessant, par contre. Ça va même jusqu'à l'éducation des enfants. En mode, tu t'ingères trop avec les enfants, tu prends la place de Julie, mais tu te prends pour qui? ouais, ouais. Hein, c'est lourd Mais parfois, comme j'imagine. je disais, ça veut dire que si tu acceptes d'être un petit peu médiatisé, d'avoir de la visibilité ou quoi, le point positif, je vends plus de programmes, c'est mon métier, ça me rémunère, ça me fait plaisir d'aider, de coacher beaucoup de personnes. Tu as toujours un revers négatif à tout métier, à toute chose, c'est que forcément, bah, tu as aussi des gens qui vont donner leur avis et parfois de manière méchante. Après, honnêtement, maintenant, aussi avec l'âge, etc., mais moi, ça m'impacte très très peu, ça me fait plus de la peine et ça m'énerve. Si ça touche, par exemple, un commentaire méchant sur notre chaîne sur Alex, ça m'énerve plus que si c'est sur moi, tu vois. Hmm. Et encore plus quand ça touche les filles, tu vois. Quand on a annoncé pour Malte, Julie et Lisa, elles se sont fait des zingues, tu vois. Oui, je me Et ça, souviens. ça, T'abandonnes tes enfants, alors que si ça avait été l'inverse, il n'y aurait ça aurait jamais eu choqué cette personne. polémique-là. Exactement. Non, mais ça, je veux dire. Et puis, en fait, des fois, c'est dur parce que tu dis, ah, on va le partager, tu vois, avec notre communauté en leur disant. Mais je veux dire, avant, il y a eu une réflexion, on a longtemps échangé et tout avec Julie, mais c'est de leur dire, tu sais, ceux qui sont contents pour toi, ah, on part à Malte avec Elisa, on prend les enfants, mais on va pas le repréciser, mais c'est entendu, on a beaucoup discuté, beaucoup échangé avec Julie, on s'est arrangé, etc. Comment on pouvait faire du mieux possible pour les petits, etc. Mais du coup, et en fait, tu prends des commentaires méchants, et surtout, j'en ai parlé, mais tu sais, c'est beaucoup les femmes, hein, d'ailleurs. Ouais, mais Julie, t'es une mauvaise mère et tout, sous-entendu, je suis une meilleure mère, je l'aurais jamais accepté. Tu peux juger en disant, moi, j'aurais pas forcément réussi à le faire. Ok, c'est ton opinion, c'est ta situation. Par contre, je sais pas comment t'as fait, t'es une mauvaise mère, etc. Ça s'entend que toi, t'es une bonne mère, mais tu sais pas ce que tu transmets à tes enfants. Peut-être tu leur donnes une éducation qui est pas bonne. Il y a des enfants, leurs parents, ils sont complètement idiots, racistes, enfin, tu vois, qui pour moi est pas du tout une bonne éducation. Mais je peux pas dire t'es un mauvais père ou t'es une mauvaise mère. La critique sur autrui rassure. Exactement. Ça rassure dans sa propre misère, Ouais, souvent. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. J'aimerais te faire réagir à d'autres influenceurs Ok. spécialisés dans le sport. On connaît ton duo avec Alex sur Bodytime depuis toutes ces années maintenant. Et je vais te parler forcément de Thibaut InShape. Ouais, bien sûr. Mais j'imagine que tu as dû beaucoup entendre parler de Thibaut InShape depuis que vous avez commencé. Il avait commencé avant vous, non? Non, il a commencé après, lui, je crois qu'il a commencé en Après? 2014. On a beaucoup fait de vidéos aussi ensemble, notamment au début, etc. Donc on le connaît bien. Ouais. Hmm. Est-ce que tu penses, comme le dit le public souvent dans les commentaires, c'est incessant, il est transphobe, il est d'extrême droite, il est homophobe. Est-ce que tu penses que c'est le cas? Non. Je pense, parce que tu sais, il y avait des trucs où je pense qu'il a déjà dit des choses, tu vois, qui peuvent être mal interprétées. Mais je pense que 99% des gens ici, si toute ta vie elle avait été enregistrée, filmée, on a tous dit déjà quelque chose qui pouvait être méchant ou mal interprété. Tu vois, moi, juste, ça me rappelle des fois quand j'étais jeune, j'avais dit un truc, je me dis, putain, j'avais été méchant. Enfin, je veux dire, tout le monde, un jour, a fait quelque chose comme ça. Et forcément, lui, il est hyper médiatisé, c'est le premier youtubeur de France, donc forcément, tous les gens qui ne l'aiment pas, ils vont chercher, tu vois, la petite bête et tout. Mais pour l'avoir côtoyé, pour voir comment il se comporte avec son entourage, tout ça, non, je pense que c'est une bonne personne. Il est très famille, mais du coup, il s'est beaucoup protégé aussi. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup renfermés, tu vois. Ils bossent vraiment en famille, etc. Parce que bah, malheureusement, les gens, ils parlent mal, tu vois. En fait, c'était certaines de ces vidéos aussi, certains titres qui étaient problématiques, certaines thématiques comme la dépression ou le surpoids qui étaient abordés, qui créaient polémique. Mais tu as connu la même chose. Toi aussi, j'ai sélectionné quelques petites vidéos Ok. jugées problématiques. Tu as publié une vidéo avec pour titre « Je suis grossophobe alors ». Ouais. Alors celle-là, et je pense à juste titre, elle t'a valu beaucoup de Bah mésaventures. après, j'explique en fait dedans
Mais oui, forcément, c'est. Après, tu comprends aussi que le titre, c'est pour faire cliquer, et après, pour justifier de manière différente. Et c'était Je suis grossophobe, point d'interrogation, je Point crois. d'exclamation. Et Ah, bah alors, après, point j'avais. Ouais, d'interrogation. voilà. Mais après, j'avais modifié, en fait, j'avais mis Je suis grossophobe, point d'interrogation. Parce que c'est vrai que je me suis dit, genre, au bout de 12 ou 24 heures, j'ai modifié. C'est vrai que je me suis dit, quand même, là, ça sous-entend que tu sais, je le suis vraiment et c'est un peu Ah bah oui, menteur. tu l'écris. Ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'après, j'avais mis un point d'interrogation. En fait, ce que j'expliquais dedans, c'est que tu peux pas, en fait, tu as plus le droit de dire à une personne, par exemple, cette personne, elle est grosse. Ça y est, t'es grossophobe. Non, mais c'est un trait de caractère. Comme tu dis, t'es blond, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai du mal avec ça. Et comme je te disais tout à l'heure, tu peux être en surpoids, tu peux être en obésité morbide. Si c'est un choix et que tu l'acceptes, ok. Mais me fais pas croire que 100% des personnes, c'est un choix. Et surtout, moi, j'aime pas, en fait, c'est l'hypocrisie. Il y a un reportage, tu vois, où c'est des gens, ils sont dans la rue et ils montrent, tu vois, une personne qui est en surpoids, en sous-vêtements, à des filles notamment. Et alors, combien tu lui mettrais sur 10? Ah, 9, elle est trop belle, ça se voit, elle assume, etc. C'est belle toute nue, ça. Je sais pas, moi, Ouais. c'était un extrait que j'ai vu sur les réseaux. Ah ouais? Et après, ils lui disent, ok, et toi, tu te mets combien? 7. Ok, t'aimerais changer de corps avec elle? Ah bah non. Bah pourtant, c'est un 9, t'es un 7. Pourquoi t'aimerais pas changer de corps avec elle? Ah ouais, non, mais moi, c'est vrai que je suis un peu sportive et tout, j'aime pas trop. Ouais, donc en fait, t'es juste hypocrite parce que t'apprécies pas les corps ronds. C'est une chose de dire, elle s'assume, c'est très bien pour elle. Mais tu vois, ne prétends pas qu'elle est mieux que toi, juste en faisant de la fausse modestie, tu vois. Et moi, ce que j'expliquais surtout, c'est que l'obésité, c'est une maladie. L'obésité, ça coûte énormément d'argent, et à l'État et à tout ce que tu veux. Et en fait, on ne cherche pas à diminuer l'obésité, on cherche à traiter une fois que les gens ils sont obèses. C'est-à-dire qu'on va leur prescrire des médicaments, on va faire des trucs anti-diabète, mais à aucun moment on investit Des de l'argent. bypass. Les bypass. À aucun moment on va investir de l'argent pour éduquer les gens ou pour faire des vraies campagnes. C'est trop facile de mettre manger 5 fruits et légumes par jour. Il faut donner. C'est ça, vraiment, il y a des gens qui réfléchissent pour mettre un bandeau en bas sous les pubs de nourriture. Donc, je veux dire, éduquer les jeunes à c'est quoi l'importance de bien manger, pourquoi on fait moins de mouvements qu'avant, pourquoi nos grands-parents ils ont vécu jusqu'à 90 ans et que tu verras que l'espérance de vie elle va diminuer parce que eux avaient une activité physique intense, ils faisaient beaucoup à pied, ils se déplaçaient dans les villages et surtout ils mangeaient sainement et des choses qui étaient bien moins transformées, etc. Donc un, ça coûte de l'argent, deux, c'est énormément de morts. Donc je veux dire, c'est pour ces personnes-là, si elles veulent survivre ou même vivre juste en bonne santé, c'est important de faire attention. Un corps, il n'est pas fait. L'ossature d'un homme, elle n'est pas faite pour supporter 150, 200 kilos. Donc ça veut dire que tu mets en danger ta vie. Et je disais, c'est même de l'égoïsme. Parce que je veux dire, moi, si demain, ma sœur, elle devient comme ça en obésité morbide, j'ai peur pour elle, j'ai peur qu'elle décède. Et je veux dire, et si elle décède, bah, je veux dire, tu vois, c'est horrible. Enfin, tu perds un être cher et que même si c'est très dur, même souvent derrière, il y a un côté psychologique et c'est pour ça qu'il faut les accompagner. C'était quelque chose qui était curable. Tu vois, ta famille, une personne de ton entourage prend un cancer incurable, une maladie incurable, elle décède, c'est horrible. Mais entre guillemets, tu pouvais rien y faire. Que là, je me dirais toujours, putain, si je l'avais aidé, si j'avais pu, tu vois, lui donner une meilleure alimentation, c'était tes enfants. C'est pour ça que je dis c'est trop important. Et plus tu commences jeune, plus c'est facile. Parce que quelqu'un qui a été en obésité, c'est beaucoup plus dur après de maintenir un poids de forme que quelqu'un qui n'a jamais vécu l'obésité. Et entre guillemets, je me permets de parler un peu de tout ça et des fois d'être cru parce qu'on a aussi transformé des gens. Tu vois. Il y a des personnes qui faisaient 180 kilos, on les a amenés plus bas, ou 150, on les a amenés plus bas, on reçoit beaucoup de messages. Ces gens-là, ils savent qu'on n'est pas gros, dans le sens où on ne les juge pas. Parce que justement, on leur donne les outils s'ils souhaitent se transformer sur comment le faire. Et on les accompagne. Et je comprends qu'une personne qui fait 150 kilos, ce n'est pas juste une question de nourriture. C'est un rapport à la nourriture, un rapport au corps qui est complètement différent. Et c'est là où il faut un accompagnement différent de juste dire mange ça, ça, ça et fais tel sport. Tu vois, ça suffit pas. Il faut que ce soit quelque chose qui soit vraiment plus complet. Il y a beaucoup de choses à régler généralement. Mais moi, je veux dire, mais comme je te disais, l'apparence, elle compte. Et je sais que je veux dire, tu regardes, tu arrives dans une pièce comme ça, tu vas pas avoir le même regard et le même avis d'une personne en surpoids qu'une personne qui ne l'est pas. Et c'est pas moi qui le dis uniquement, c'est les gens qui ont transformé. Ils me disaient quand je faisais 180 kilos au travail, j'étais le bon pote, le mec sympa. C'est-à-dire que même si tu fais une phrase, une line un peu de dragueur, de trucs comme ça, tout le monde te prend, ah, c'est rigolo, tu vois, mais t'es le nounours, un peu le mec sympa. Et que quand il a perdu du poids, le regard des gens, il a changé. Donc je peux dire que moi, je suis grossophobe, que moi, j'ai un regard différent en fonction. Mais en fait, c'est tout le monde. Je veux dire, tout le monde s'adresse d'une manière différente. Et encore une fois, si, je pense que c'est surtout ce que tu dégages, si la personne, elle est en obésité, obésité morbide, mais que c'est accepté, que c'est voulu, entre guillemets, que c'est un choix,
elle va dégager quelque chose tu vois, elle va avoir de l'assurance, elle va dégager quelque chose de positif. Donc en fait, tu n'auras pas forcément une image négative de sa part. Par contre, une personne en obésité et que c'est pas voulu, ça se ressent. Et forcément, ça génère un peu un manque de confiance en elle. Et toi, forcément, ce manque de confiance, ça va te le dégager. Tu auras tendance à avoir moins confiance aussi en elle. Après, il y a peut-être aussi le regard de tout un chacun qui doit évoluer sur les différents types de corps, les différentes morphologies. Ouais. Attention, l'obésité, c'est beaucoup. Je veux dire, je te parle pas de quelqu'un qui a 5, même 10 kilos de trop. Tu vois, je te parle de quelqu'un qui est beaucoup. Et si tu veux, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'en fait, on essaie de faire correspondre la société à nos défaillances, entre guillemets. Ça marche pas comme ça. Il faut encourager ces personnes à avoir une meilleure santé parce que ça coûte énormément d'argent, parce que ils mettent leur santé en danger. La première chose, moi, il y a des gens à 40 ans, ils viennent me voir. En fait, mon médecin, il m'a dit, si je perds pas du poids, je suis mort dans 10 ans. Mm. Donc, je veux dire, c'est très grave. On ne parle pas juste de l'aspect physique et de ce que les autres peuvent penser. Donc, je veux dire, au lieu de vouloir absolument que la société corresponde à nos manquements, entre guillemets, voilà, bon, bah, on sait tous laisser aller. C'est facile, en fait. Je veux dire, à l'époque, être rondouillard dans les 17e, 18e siècle, c'était bien vu parce que ça veut dire que tu mangeais beaucoup, alors que les paysans ne mangeaient pas leur faim. Maintenant, ce qui te fait grossir, c'est la mauvaise bouffe, c'est le fast-food et ce qui est accessible par tout le monde. Donc, on cherche plus à aller vers le côté santé aussi, parce que justement, maintenant que tout le monde a accès à de la nourriture. Parce que la malbouffe aussi coûte moins cher. Exactement. Et ça, c'est un Tu problème. vois, un coca, des fois, c'est moins cher qu'à de l'eau. Bah bien sûr, mais même les aliments les plus transformés coûtent moins cher que les aliments sains. Bien manger, ça coûte cher. Et bah, c'est là où, tu vois, je veux dire, l'argent devrait aussi être injecté pour justement favoriser une agriculture notamment plus locale, etc. Je veux dire, avec l'actualité, machin, ce qui parle, on va faire importer des poulets qui viennent du Brésil, qui sont élevés aux OGM. Le poulet, il arrive, il est comme ça, et tu le compares avec des agriculteurs français. Je veux dire, moi, je suis à 100% avec les agriculteurs français, et je trouve qu'on devrait avoir des lois, après, on peut pas à cause de l'Europe, mais qui les protègent. Tu avais annoncé dans une vidéo aussi que tu allais quitter la France, et le titre de la vidéo, c'était Pourquoi tu dois partir de la France avant 2026. Bon, bah pour le coup, c'est ce que tu vas faire, en effet, avant 2026. Et sur la miniature, on te voit choqué, avec derrière toi des drapeaux LGBT, des flammes, la police, des drapeaux français. C'est quoi? C'est ce que les gens appellent le wokisme qui te fait quitter la France? Ah ouais. Non, c'est pas que ça me fait quitter. Ce sont des raisons pour lesquelles, je l'explique. Un, principalement, c'est qu'on avait envie de voir autre chose. C'est facile de que taper sur la France. Il y a plein de choses qui sont positives en France. Il y a plein de choses que j'aime, etc. Je suis très fier d'être français. Et la plupart des Français, même si on critique beaucoup quand tu voyages à l'étranger, tout le monde est très fier d'être français. Donc c'est un très beau pays et tout. J'aime vraiment pas ce que le gouvernement en fait. Je me sens pas du tout représenté. L'Europe gouverne en grande partie la France et les pays européens. À part les députés européens, j'ai pas voté pour la von der Leyen, tout ça, et je me sens pas représenté par ces gens-là. Et voilà, j'aime pas ce qu'ils ont fait. Ils nous montrent les uns contre les autres. En fait, ce que j'explique sur les trois plans politiques, qui sont quasi tous pourris et ils s'arrangent entre eux. Il y a énormément d'organisations qui servent strictement à rien, où ils se placent entre eux, ils sont payés. Ça coûte énormément à nous avec nos impôts. D'un point de vue économique, bah, je veux dire, on fait que de plus en pire au niveau du déficit. Voilà, donc ils vont encore augmenter les impôts. C'est-à-dire que c'est à nous de plus travailler au lieu de diminuer les dépenses. Donc voilà, et d'un point de vue social, ce que j'expliquais, typiquement les côtés LGBTQ+. Ce que je dis, moi, ça veut dire quoi le plus? À un moment donné, tu veux incorporer qui de plus? Pour moi, ta sexualité, elle regarde que toi. Donc ça veut dire que tu as envie de le dire sur les réseaux sociaux, machin, je suis hétéro, je suis homosexuel, tu te définis ce que tu veux. Mais il y a un moment donné, on met aussi des mots sur les choses. Et si toi, tu me dis, je sais pas, moi, je me sens ni homme ni femme, je veux... Après, ça reste une minorité, hein, mais ça m'énerve qu'on en parle aussi autant. Je veux me sentir dragon. C'est ton choix, tu as envie, mais tu peux pas me forcer, moi, à t'appeler dragon, tu vois ce que je veux dire, au niveau administratif. Sinon, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu reconnais pas une femme trans? C'est différent. Mais à la base, une bah femme... Non, c'est ça le sujet. Non, parce que à la base, je veux dire, quand tu nais, tu es XX ou XY. Tu es un homme ou tu es une femme. Qu'après que tu sois né dans le mauvais corps, que tu aies ce sentiment d'être dans le mauvais corps, on a même fait une émission, nous, sur Twitch, où on parlait avec des trans, c'est que pour moi, c'est possible. Déjà, j'interdirais en dessous de 20 ans la transition. Parce que pour moi, à l'adolescence, tu ne peux pas prendre une décision aussi importante. Même si je sais qu'à l'adolescence, c'est les meilleurs moments d'un point de vue hormonaux. Mais imagine quelqu'un qui vit 80 ans, même si tu as vécu 20 ans dans le mauvais corps, tu auras fait 60 dans le... Et je pense que c'est très dur, mais comme il y a des gens à la naissance à qui il manque un bras. Regarde, tu as fait une autre vidéo avec pour titre « Être un homme en 2024, c'est ça ». Sur la miniature, on te voit avec Alex porter une robe, être maquillé, encore avec un drapeau LGBT derrière. Je vais te poser la question, je vais être cash. Ouais, Est-ce que tu es homophobe? Pas du tout.
Pas du tout, parce que, enfin, après, je veux dire, chacun aura sa définition de l'homophobie, parce que homophobe, pour moi, c'est juste que tu es contre les personnes homosexuelles. Donc, je te dirais pas du tout. Est-ce que je suis contre tous les courants? Certains, oui. LGBT, j'étais pas contre. Enfin, LGBTQ, même si tu veux. On commence à incorporer le plus. Ça veut dire quoi, plus? En fait, ce que je veux dire, c'est que maintenant, on va limite faire une case. Et moi, c'est ce que j'aime pas, et c'est ce que je dis dans les problèmes sociaux en France, c'est qu'en gros, à vouloir comme ça faire des cases, en fait, on divise les gens. Et tu ressens dans tout. Je vais te donner un exemple qui est mon milieu, mais la musculation, à la base, on fait tous du sport. Et peu importe l'objectif, peu importe comment tu fais. Et en fait, les gens, ils aiment trop se diviser. Moi, je fais du crossfit, je fais pas de la muscu. Moi, je fais de l'haltéro. Moi, je fais du street lifting ou du street workout. Je m'en fous, on est ensemble. Je veux dire, on est humain, on est ensemble. Comme je te dis, ta sexualité, ton style vestimentaire, tous ces trucs, ça te regarde. Qu'après, tu as envie de le mettre en avant, etc., il n'y a pas de problème. Par contre, tu peux pas forcer les gens à accepter que c'est... Je veux dire, que tout le monde doit être comme ça, etc. Moi, un coup, j'étais à Paris, il y avait les manifestations LGBTQ. Je veux dire, quand c'était de temps en temps et que c'était contre, par exemple, des violences qui ont été faites aux homosexuels, quand c'est contre, tu vois, des trucs, je le comprends. Quand c'est juste, en fait, là, c'était bloquer la route et l'autre, il défilait, je veux dire, en short barésie, etc. Non, je suis désolé, moi aussi, je suis avec des enfants. Moi, mes enfants, que ce soit un homme ou une femme, etc., à 5, 6 ans, je veux pas qu'ils voient ça. Peut-être c'est là où tu vois, je suis arriéré, mais je pense que Ah, c'est la, peut-être ça qui crée aussi des conflits dans le couple. tu vois, la pudeur, je trouve que c'est important. Et je veux dire, je veux pas que mes enfants leur parlent trop de sexualité quand ils sont petits. Ils auront le temps de le découvrir. Ça veut pas dire que je veux absolument pas qu'ils en parlent à Tu fais l'école. référence à la marche des fiertés. La marche des fiertés, c'est pour les droits des LGBT et non pas contre. Alors, je sais pas, c'était un coup à Paris où il y avait une manif. Je sais pas si J'imagine que c'était la Gay Pride, peut-être. Non, non, c'est pas la Non, Gay c'est Pride. pas la Gay Mais Pride. tu vois, il y avait la Gay Pride. Et encore une fois, parce que forcément, toi, en plus, ça te touche plus ou quoi, mais Non, mais en interview, je mets de côté, j'essaie de mettre de côté. non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est ce que j'en ai parlé dans une vidéo. Par exemple, que les homosexuels aient le droit de se marier, c'est normal. Je vois pas pourquoi ce serait interdit. Tu vois Donc ce si que ton fils, il t'apprend qu'il est gay plus tard, Ouais. ça te fait quoi? Franchement, Non, non, mais je suis honnête, je pense que tu l'as vu depuis c'est le pas un début. masque que je veux voir, c'est PJ. Parce que tout le monde va dire ah non, je m'en fous, machin, parce que c'est politiquement correct. Pas, je veux pas dire je serai déçu, mais encore une fois, ça correspondra pas à l'image que je me faisais de lui avec sa femme, etc. Mais ça, c'est ta projection. Exactement. Mais c'est pour ça que mais j'essaierai le plus possible, peut-être qu'il le ressentira et je l'espère pas. J'essaierai de cacher entre guillemets, c'est une petite déception, mais parce que encore une fois, c'était comme tu dis, ça correspond pas à la projection que j'avais de sa vie, mais ça reste son choix. Et je veux dire, c'est pas, je vais pas lui faire la gueule ou je vais pas ne plus lui parler. Et s'il te dit, papa, je me sens pas dans le bon corps, Bah, je lui dirais qu'on en discute, mais on attend. Tu fais pas ça à l'adolescence. est-ce que tu serais le genre de père qui pourrait renier un de tes enfants Non, mais parce jamais qu'il de la deviendrait vie. trans ou parce qu'il Mais serait non. gay ou parce qu'elle serait lesbienne si t'avais une fille, j'en sais rien. Jamais de la vie. Ce que je leur dis moi tout le temps, c'est papa, maman, on vous aime, c'est un amour inconditionnel. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous décidez de faire. Je veux dire, c'est très grave, mais demain, ça devient un tueur en série. Je l'aimerai toujours. Enfin, tu vois, donc c'est un amour inconditionnel. C'est le seul qui existe, c'est de parents à enfants. Tous les autres sont conditionnés. Mais non, et c'est là où je veux dire, moi, je suis et j'étais pour en fait les courants pour que ça avance, tu vois, pour le mariage pour tous, pour que ce soit de plus en plus reconnu, pour que, je veux dire, qu'il n'y ait pas quand tu vois, parce qu'un couple était homosexuel, s'embrassant dans la rue, ils se sont fait éclater par des racailles ou quoi. Je veux dire, moi j'étais pour que ce soit de plus en plus mis en avant. Et le problème, c'est que tout le temps, je trouve qu'on part trop loin et surtout en fait qu'on divise. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus juste. Pourquoi dans LGBT, dans ce cas-là, alors il n'y a pas hétéro, tu vois? Pourquoi on compte pas le H? Parce que tu vois, je veux dire, tu te mets à part Parce des hétéros. qu'hétéro, vous avez déjà tous vos droits. Parce que vous n'avez pas de problème. Ouais, mais Parce que l'hétérosexuel, il ne subit pas, ouais, mais il dans n'est ce pas cas-là, on est opprimé tous ensemble. Si par tu une veux autre les mêmes communauté droits, genrée. il faut se mettre tous ensemble. Tu vois, enfin, ce que je veux dire, c'est que pourquoi opposer en fait, tu vois? Je veux dire, Moi, je ne le vois pas comme une opposition. Hein. moi, c'est un peu. Et encore une fois, c'est ce côté plus qui me gêne. Parce que ça veut dire, en gros, on va créer encore plein de catégories. Si, j'espère que c'est pas pour aller. Alors après, moi, je pars très très loin, mais il y a quand même beaucoup de pédophiles, notamment en politique, qui n'ont pas été inculpés dans la politique française, etc. Mais ça n'a rien à voir avec LGBT. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que j'espère juste que les politiques, tu vois, ne partent pas aussi dans ce sens-là pour justifier des fois des faits qu'eux ont fait. De toute façon, quoi qu'il arrive, ils ne sont pas inculpés, ces gens-là. Ouh, attention, c'est dangereux là ce que tu dis, parce que tu Ouais. fais un lien entre la pédophilie et Pas du les tout. LGBTQIA+. Non, je te dis que les politiques poussent ce courant-là. J'espère que eux, c'est pas pour justifier des trucs qu'ils ont Mais fait. il faut même pas y penser à ça, parce que ça n'a rien à voir. Peut-être toi,
Mais les politiciens, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Ils ont fait des choses qui sont déjà tellement graves. Je veux dire, comment un mec, il est encore député, alors que sur un plateau de télé, il a dit une petite enfant de 8 ans qui vous déshabille, c'est érotico-sensuel, c'est incroyable et tout. Comme Bendit, hein, il l'a dit sur un plateau de télé. Hein. Et je veux dire, il n'a jamais été emmerdé. Hein. C'est très grave, ça. Frédéric Mitterrand, on sait tous ce qu'il a fait. Je veux dire, et il n'a jamais eu de problème. Bien sûr que c'est très grave. Et c'est pour ça que je te dis que si eux, ils n'ont pas été embêtés, pardon du langage, mais je veux dire, c'est qu'il y a forcément des gens très haut placés aussi, tu vois, qui cautionnent ce genre de choses. Et je veux dire, et c'est très grave. Et pour revenir sur LGBTQ+, non, c'est juste, encore une fois, moi, j'ai du mal à ce que ça divise. Et que, en gros, comme je te dis, il y a plein de pays, par exemple, tu vas à Malte, il y a énormément de gays, je suis allé en Grèce, mais justement, je veux dire, personne s'occupe entre guillemets des autres. T'as pas besoin de, tu vois, de mettre dans des cases, et c'est ça un peu que j'ai du mal. Ah, et est-ce qu'il y a besoin de prendre des stéroïdes pour être musclé? Non. J'aimerais te faire réagir à une photo de l'influenceur Sebidadi. Ok. Je sais pas si tu connais. On va Ouais, la je vois voir qui c'est, apparaître. parce qu'il fait du Il a, MMA. il a eu un avant-après incroyable. Et alors lui, il l'a assumé. Il l'a dit. Il l'a prenait dit, ouais. des stéroïdes, donc il se dopait. On est d'accord que déjà c'est illégal. Bien sûr, Hein. c'est de la drogue. Et pourquoi c'est dangereux? Alors après, vraiment, je ne serais pas le spécialiste de ça parce que on l'a jamais conseillé, ni même des clients n'ont jamais pris quoi. Mais tu vois, en fait, surtout s'il a une transformation très rapide. Tu peux voir aussi que sa mâchoire, elle s'est vachement développée. Tu vois, c'est des choses qui C'est vrai. réagissent bien. Il prend beaucoup de trapèzes et épaules. En général, on va dire c'est des facteurs qui se reconnaissent bien. Et il y a différentes choses, mais prendre de la testostérone, c'est-à-dire que déjà, le jour où tu arrêtes d'en prendre, ton corps, il n'en produit plus. Donc, ils font des relances, les mecs. Et ouais. Ton corps, il fait rien en excès. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'arrivera plus à... S'il C'est arrête. différent, c'est pas la testo qui te fait avoir une érection, tu vois, mais ça joue quand même fortement. Et en fait, les mecs, quand ils sont sous testo, je veux dire, ils ont envie d'avoir une activité sexuelle H24. Quand ils arrêtent, ils ont plus de libido, tu vois. Ok. Donc ça joue. Donc en fait, ils jouent sur de la relance et tout. Ton corps, il produit rien qui sert à rien. Je veux dire, tout est bien fait entre guillemets. Et le problème après, c'est qu'aussi ils prennent beaucoup hormones de croissance, ce genre de choses. Ça fait prendre. Mais le cœur, c'est un muscle. Quand tu prends, tu décides pas, je veux que ce muscle-là prenne et pas mon cœur. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des très gros organes, des très gros muscles, un très gros cœur, et en fait, ça crée beaucoup de maladies. Et j'ai fait un TikTok il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y a un mec encore qui est décédé, il n'était pas très connu, mais à 40 ou 45 ans. Il était énorme hein, physiquement, mais sa vie, elle a été très courte. Qu'est-ce que tu penses de la chaîne YouTube de Chana Cres, justement, t'en parlais tout à l'heure, et Jonathan Matijas, un couple d'influenceurs, anciens candidats de télé-réalité, qui ont créé un business autour du sport ensemble? Qu'est-ce que j'en pense? Bah ouais. Bah écoute, je trouve très bien. Il y en a plusieurs hein, de télé-réalités qui sont partis un peu dans le coaching sportif. J'ai jamais regardé tu vois, un cours complet à eux, mais ça a l'air bien fait. Eux, je sais que c'est des gens, voilà, ils sont assez fun, tu vois. Je crois qu'on l'avait rencontré aussi une fois, Jonathan et voilà, Shana, il y a un peu plus longtemps, mais non, écoute, je trouve ça bien, ils ont lancé leur business là-dedans. Benji Samat, en effet, Exactement, et ouais, Flo voilà. André ont également créé Fitaya. Bah, qu'est-ce que tu penses justement de tous ces candidats de télé-réalité, tu Bah, l'as c'est dit, malin. qui se sont mis dans le sport, dans le business de la muscu, qui proposent des programmes sportifs? Est-ce que tu as l'impression que les candidats de télé-réalité te volent ton métier? Non, ça, tu sais, c'est comme, je veux dire, c'est comme quand tu es youtubeur, avant, les gens, ils avaient du mal à faire des collabs, ils avaient l'impression qu'ils allaient te voler un abonné, mais ils restaient toujours abonnés. Et même s'il, en fait, je sais pas si tu connais cette étude, mais si tu as un distributeur Coca-Cola, il fera plus de chiffres si à côté tu mets un distributeur Pepsi. Parce que c'est un biais cognitif. Tu te dis pas est-ce que je veux un Coca ou pas, tu te dis est-ce que je veux un Pepsi ou est-ce que je veux un Coca. Et donc en fait, ils ont joué sur ton cerveau et les deux vont faire plus de ventes que si c'était seul. C'est pour ça qu'ils mettent toujours côte à côte. C'est pour ça qu'il y a toujours McDo, Quick et KFC à côté. Très souvent, voilà. Après aussi parce que souvent c'est des zones qui sont réservées, etc. Mais en fait, ils font plus d'argent comme ça parce que tu choisis est-ce que je veux ça ou ça au lieu de te dire est-ce que j'en veux un. Donc je veux dire déjà, il faut pas mal le voir. Et je trouve qu'en fait, plus des gens mettent d'autres personnes au sport. Avant, tu allais acheter un programme dans ta vie de sport. Maintenant, il y en a beaucoup qui vont peut-être acheter Fitaya, qui vont peut-être prendre celui de Jonathan aussi et Shana, le nôtre, peut-être de Sissimio, etc. Et je veux dire, et c'est positif en fait. Ça tire un peu tout le monde vers l'eau. Ça oblige les gens à faire du contenu de meilleure qualité, etc. Nous, en tout cas, on n'a jamais ressenti un impact négatif sur notre business. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, je trouve que c'est une bonne chose, c'est que c'est des gens de télé-réalité qui ont su monétiser, ou en tout cas qui cherchent à monétiser leur notoriété. C'est malin, tu vois. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? C'est quoi le futur proche? Donc il y a le départ à Malte avec les enfants et Elisa. Ouais. Toute votre organisation avec Julie est déjà faite. Est-ce qu'il se peut qu'il y ait un troisième enfant? Elle n'en a pas et elle en veut, donc voilà. Ah, donc il va y en T'as ta avoir. réponse. Mais elle a arrêté la pilule aussi?
Elle a pas la pilule, mais elle a un stérilet. Mais voilà. Ok. Donc c'est un projet. Oui, oui, c'est pas un projet dans l'immédiat, mais oui, on sait, ouais. On sait où on va. Ouais. Ok, très bien. Bon, moi, je suis persuadé que bientôt, tu nous apprendras que tu seras papa. Écoute. Pour la 3e fois. Mais tu l'auras déjà vécu 2 fois. Ouais, ce sera différent. Après, je suis aussi plus vieux. Donc voilà, là, ce sera différent. Voilà. Merci Pierre-Jean pour cette Bah, interview. écoute, On a parlé de tout, hein. merci à toi. Ouais, Tu ouais. avais raison quand tu me disais pose-moi les questions que tu veux, toute Non, transparence. j'ai pas de souci. Après, je sais que des fois, ça choque. Et puis, il y a des gens qui vont qui vont avoir un avis complètement différent de moi. Mais j'ai pas envie de faire du politiquement correct. Tu vois. Déjà, je pense que j'ai passé l'âge, mais je l'ai même jamais fait avant. Je veux dire les choses. Après, des fois, ta manière de t'exprimer fait que des fois, ça peut être mal interprété aussi. Mais voilà, après, j'essaie de répondre En tout cas, ce que je c'était franc. pense. Ton compte Instagram PJ, c'est PJ Cabrière. Ton compte TikTok, c'est PJ Cabrière également. Et la chaîne YouTube, elle reste Bodytime. Bien Exactement. sûr. Merci beaucoup Merci à toi, Sam. pour cet entretien en toute intimité. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité des réseaux et toujours des confidences en toute intimité. Prenez soin de vous. Bye bye.